Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble pour commenter l'actualité dans ce 10h midi avec évidemment la colère des agriculteurs. Quelle réponse? On en parle avec vous. Les 18-24 ans, selon un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio, votent RN et LFI. Et la constitutionnalisation de l'IVG est-elle une priorité? En tout cas, on sent que c'est un sujet qui achoppe, et en particulier Gérard Larcher qui s'est déclaré contre. Aujourd'hui, pour commenter l'actualité, Virginie Leguet, journaliste, éditorialiste politique. Bonjour Virginie. Bonjour, bonjour. Cédric Nouvelot, bonjour, conseiller régional de Normandie. Bonjour à vous. Bonjour. Timothée Gaget, bonjour, président de l'agence de communication et d'affaires Archer, bonjour. Bonjour Valérie. Ça faisait un moment que vous n'étiez pas venu, bienvenue. Et Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. On va commencer. Bonjour à vous avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Virginie, c'est un coup de cœur particulier aujourd'hui. Oui, pour le podcast, ou en tout cas les 6 derniers épisodes du podcast de Clémentine Vergnaud-Lecalot, qui est une journaliste de 31 ans, qui est morte il y a à peu près un mois, même peut-être exactement il y a un mois, d'un cancer assez rare et très agressif des voies biliaires, et qui avait fait tout au long de sa maladie un podcast et qui racontait avec cette voix très claire, très limpide qu'elle avait, très droite, ses espoirs, ses craintes, l'évolution de son cancer, les traitements, son découragement. Et j'ai écouté les 6 derniers épisodes hier, je les ai trouvés formidables, tout comme les premiers. Et hier, j'ai également entendu son conjoint, devenu son mari quelques mois avant sa mort, Grégoire Lecalot, raconter tout ça. Et je voudrais tirer mon chapeau à cette jeune femme qui a bien compris, même assez tôt, qu'elle allait mourir. 31 ans, mourir, et qui le raconte avec une simplicité franchement extrêmement poignante. Oui, coup de gueule contre les antivax qui instrumentalisent sa mort pour parler de ces cancers turbo qui ne correspondent à rien. Bien sûr. De ce que disent les médecins. Je vois des abrutis qui retweetent des chiffres sur le cancer, les cancers qui ont augmenté. S'ils regardaient seulement ce qu'ils tweetaient, ce qui est le cas de Florian Philippot, ils verraient que les chiffres sont donnés jusqu'en 2020. Donc je ne pense pas que les cancers soient en cause, que les vaccins soient en cause dans ces cancers, qui aient des effets secondaires. Certainement, mais en tout cas, AVC, non. Et celui-là, visiblement, elle n'a jamais fait le lien. Jamais. Donc, ni elle-même, ni personne de son entourage. Je ne sais pas si elle était vaccinée ou non, mais ceux qui font ce genre de raccourcis, je trouve, sont extrêmement dangereux, parce qu'ils font croire qu'on peut avoir un cancer parce qu'on se fait vacciner. Je rappelle, et je le redis, je le redirai jamais assez, se faire vacciner, bénéficier de vaccins comme on a dans notre pays, c'est une chance. Beaucoup de gens se battent dans le monde pour avoir des vaccins et n'en ont pas. Nous en avons autant que nous voulons, et c'est une chance. Oui, et je rappelle que les chiffres sont tombés de l'OMS, 30 fois plus de cas de rougeole en Europe, et ça c'est dû aux antivax, aux gens qui ne veulent pas se faire vacciner. En tant que ça sauve des milliers et des milliers de personnes, d'enfants, d'adultes dans le monde, voilà, quand il y en a. Vous voyez hocher de la tête. D'autant plus que quand quelqu'un a justement un cancer, c'est d'autant plus primordial de se faire vacciner. Bien sûr. C'est en grande fragilité, donc... C'est évidemment des messages très dangereux que certains instrumentalisent, et c'est évidemment bien dommage. Oui, moi j'ai eu cette discussion avec quelqu'un qui m'a dit « Mais écoute le podcast, tu vas voir, c'est pas normal. » Bah oui, mais il y a toujours eu des gens qui ont des cancers. C'est pas normal d'avoir un cancer à 31 ans, c'est vrai, sûr. Mais c'est pas normal d'avoir un cancer tout court. Non. Et je répète aujourd'hui, même j'incite tout le monde à écouter ce podcast et de comprendre ce que c'est que d'être malade. Donc Clémentine Vergnaud, c'est sur le site de France Info, je crois. Oui, remarquez, vous cherchez podcast cancer Clémentine Vergnaud, vous allez le trouver tout de suite. Et c'est effectivement sur le podcast de Radio France, et c'est extrêmement facile d'accès. Et incitons les jeunes à faire le tri et avoir un regard critique dans leur source d'information, puisque effectivement tout le débat anti-vax, c'est le vrai problème que pose la question de la parole du sachant versus la parole de Monsieur Tout-le-Monde, qui pèse autant sur certains réseaux, et qui du coup induisent énormément de personnes en erreur, puisqu'ils ont perdu toute reconnaissance de la vraie parole scientifique. Incitons les jeunes à vérifier leurs sources. Les jeunes et les moins jeunes, oui, vous avez raison. Les sources, d'où vient la parole. Vous avez raison. Jean-Luc ?
Rien, cancer, je connais, ça j'ai déjà dit à l'antenne, merci. Oui, non, mais Virginie a raison de mettre un coup de projecteur, mais c'est vrai que je redis, quand on voit le professeur Raoul qui dit à Géraldine Maillet, je ne parle pas dans TPMP, je ne parle pas aux gens comme vous, et qui remercie Bouba de son soutien. Bon, je pense que ça permet de réfléchir. Bon, on continue avec Cédric. Vous, c'est un coup de gueule, Cédric. Oui, alors je suis effectivement élu, je suis industriel, mais je suis aussi père, et j'ai la joie, comme des milliers d'autres parents, de me débattre avec Parcoursup pour mon fils, donc est en terminale. Donc oui, un vrai coup de gueule contre un système qu'on nous a vendu pour rétablir soi-disant l'équité, un système clair, alors que c'est extrêmement opaque. On ne sait pas comment s'en sortir. Il faut faire 10 vœux. Vous avez 20 sous-vœux à faire. C'est extrêmement stressant pour les jeunes, c'est stressant pour les familles, et puis l'opacité de savoir que cet algorithme derrière va choisir de l'avenir finalement de votre enfant est quelque chose d'assez stressant. Finalement, je préférais finalement les systèmes de concours, de dossiers, où au moins on travaillait dans l'année, on passait un concours, on était reçu, on était pas reçu. Au moins on savait si on était pas reçu pourquoi. C'était au moins plus simple et moins stressant, je pense, pour les familles. C'est très compliqué. Ça commence maintenant. Ça a ouvert à partir du 17 janvier. Les jeunes vont avoir jusqu'au 30 mars pour faire leurs vœux. Puis ensuite, on a les résultats le 12 juillet. Donc le 12 juillet, vous savez si oui ou non vous êtes pris. Vous savez si oui ou non il faut que vous alliez chercher un appartement pour vos jeunes. Ouais. C'est extrêmement galère. Et puis je pense qu'à un moment où ils sont en train de préparer leur bac, ils sont en train d'apprendre, c'est pas le bon moment effectivement pour les lancer dans un système aussi opaque. Mais oui. Et on apprend qu'on peut contourner ce système via la polémique qui concerne notre ministre. On a vu avec la ministre de l'Éducation nationale qu'on pouvait contourner un système qu'on nous vend équitable pour être parent. Je vous dis, on est même contacté par des organismes qui vous proposent, moyennant finance, de vous aider à remplir Parcoursup avec des gens qui, soi-disant, connaissent l'algorithme, savent comment ça se passe. Donc non, c'est pas du tout équitable. J'avais vu cet échange avec un préfet qui m'avait dit, si on a mis un système qui est plus équitable que le système d'avant, je crois pas que ce soit le moyen de répondre à la panne de l'ascenseur social en France que d'avoir mis Parcoursup, bien au contraire. Réaction, Parcoursup, c'est effectivement les parents qui y sont confrontés sont à chaque fois désemparés devant la complexité et l'absurdité du système. Je me demande même comment certaines familles font pour aider leur enfant à remplir. Timothée, vous, c'est un coup de gueule sur l'impôt. Non, mais je me faisais la réflexion là si on prenait les sujets d'actualité de la semaine, agriculture, réindustrialisation, réarmement démographique, que pas une fois on a évoqué la question de l'impôt, ou plus largement des prélèvements obligatoires, et on y viendra quand on va parler des agriculteurs. La question de la compétitivité des entreprises et du pouvoir d'achat des Français, elle est quand même fortement liée aussi à l'impôt. Je rappelle qu'en 2023, la France est passée première en taux de prélèvement de tout l'OCDE, à 46,1%, c'est-à-dire devant le Danemark. Et que, je sais plus, il y avait aussi un rapport 2023 de l'Institut Molinari qui montrait que pour 100 euros de pouvoir d'achat réel, vous aviez à peu près 117 euros de taxes, si on mettait charge patronale, charge salariale, IR et TVA. Et donc, donc plutôt qu'en fait de toujours essayer de subventionner des entreprises, des agriculteurs par des aides, peut-être que la première question, c'est de libérer en fait du pouvoir d'investissement et du pouvoir d'achat au début. Et donc cette question de l'impôt, elle est totalement absente du débat. Oui, et pourtant c'est au centre des... Et on entend très souvent le gouvernement s'enorgueillir de sa trajectoire de baisse d'impôts. C'est vrai qu'ils ont baissé l'impôt sur les sociétés qui est passé à 28%, mais n'empêche qu'on reste le pays qui taxe le plus ses habitants de tout l'OCDE, de 38 pays. Quoi. Avec des services publics qui ne sont pas au niveau. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Payer de l'impôt, oui, mais pour quel service à l'arrivée ? Localement, c'est ce qu'on observe. Les habitants payent, prenez les taxes d'ordures ménagères, parce qu'il y a ça, il y a aussi ça, il y a tous ces systèmes de taxes qui s'ajoutent et qui font que les gens ont l'impression quand même de payer de plus en plus et d'avoir de moins en moins de services. Les postes ont fermé, les déchets verts sont plus collectés dans les communes. Enfin, absolument. C'est un quotidien qu'on vit dans nos communes. Avec une grande injustice entre les grandes villes et les petites villes et les villes et les campagnes. Allez, petite pause, c'est l'heure du journal sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant avec vous pour parler évidemment de nos agriculteurs. À tout de suite.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec Virginie Leguet, journaliste et éditorialiste politique, Cédric Nouvelot, conseiller LR de la région Normandie, et vous êtes vice-président de la commission agriculture, c'est important évidemment aujourd'hui. Timothée Gaget, président de l'agence de communication et d'affaires publiques Archer, et Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Vos coups de cœur, vos coups de gueule, on continue, et puis on va évidemment parler de la mobilisation des agriculteurs qui ne faiblit pas. Quelle réponse peut apporter le gouvernement? On va parler du vote des 18-24 ans qui votent principalement Rassemblement National et LFI. Et puis peut-être de l'IVG si on a le temps. Continuons. On va avec vous, Jean-Luc Benamias. Coup de cœur et coup de gueule. C'est un coup de cœur et un coup de gueule sur ce qui se passe en ce moment au niveau des paysans. Le coup de cœur, vous l'aurez compris, après en plus le drame d'hier, 2 décès, une famille quasiment entière, le père en grande difficulté. Coup de cœur pour le monde paysan dans son ensemble. Juste, il y a 85% des Français, selon un sondage Harris Interactive, qui soutient ce mouvement. Hein. Ça paraît assez clair parce que j'y reviendrai dans le coup de gueule, mais par rapport au même sujet. Ouais. Tout le monde a des aspirations, des gens on connaît tous des paysans, des agriculteurs qui sont en difficulté, d'autres qui sont moins en difficulté. Enfin, voilà. Ce phénomène est je veux dire malheureusement plus large on le voit bien que le monde paysan dans cette révolte paysanne, mais qui ressemble relativement beaucoup, c'est le moins qu'on puisse dire, au phénomène gilet jaune. Hein. On s'aperçoit que il y a des transporteurs routiers, enfin, tout tourne. Alors, pour les paysans, autour de la difficulté d'être paysan aujourd'hui, pour à peu près 80% des paysans qui ont du mal à faire les fins de mois, à gérer une ferme jusqu'au bout, à comprendre toutes les subtilités de l'Union européenne. Mais coup de gueule aussi sur le fait de mettre ça sur le dos, pour certains et certaines, de l'Union européenne, d'un côté, des écolos, d'un autre côté. L'agriculture européenne tourne autour des fonds européens de la politique agricole commune. C'est à peu près 33%, 34% du budget de l'Union européenne. Et de nombreux paysans, on en parle souvent dans la période, et heureusement, touchent en fonction du nombre d'hectares, en fonction de la production, des sommes relativement importante, si ce n'est parfois très importante, pour ce que j'appelle les agro-industriels, c'est-à-dire les gros paysans, d'ailleurs ceux qui dirigent, pour la plupart, le principal syndicat agricole. Voilà, c'est un vrai phénomène extrêmement grave, parce qu'on voit à un moment donné que pour 80% des paysans, je vais aller vite au niveau des chiffres, ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Ils sont pris dans des réglementations extrêmement strictes, parfois extrêmement valeureuse, notamment par rapport à la défense de la biodiversité, parce que s'il n'y a plus d'oiseaux, plus d'insectes, il n'y a plus de production agricole, ça n'existe plus. Donc il y a des normes, mais à un moment donné, on leur demande des trucs. J'ai rendu ça encore une fois ces derniers jours. On leur demande de remplir des dossiers qui sont quasiment impossibles à remplir. Alors ils passent par des spécialistes. Alors en plus, ils payent des gens pour les aider à remplir des dossiers. Voilà, je comprends totalement cette révolte paysanne qui s'élargit. Le danger, on l'a vu, hein, c'est que quand il y a blocage, quand il y a un certain énervement, et je pèse mes mots, dans la société, ça peut glisser, on peut avoir des drames. Oui. Réaction, Cédric Nouvelot. La similitude dans ce que dit Jean-Luc avec les gilets jaunes, peut-être entre ce que certains commencent à appeler les gilets verts et les gilets jaunes, c'est le sentiment de déclassement. C'est-à-dire que les agriculteurs vivent un sentiment, ils ont une profonde sentiment d'être déclassés, de plus vivre effectivement. Cette année, je regardais, en 2023, ils perdent 10% de leurs revenus. Je sais pas, autour de cette table, si quelqu'un accepterait effectivement de perdre 10% de ses revenus sans bouger, sans rien dire. Donc c'est évidemment évident. Et puis on les accuse de tous les maux. On les accuse effectivement de ne pas respecter l'environnement, ce qui est faux, parce qu'il y a évidemment eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais ça va plus loin. Regardez, dans certains villages, ils ont même plus le droit de traverser les villages parce que ça gêne les néo-ruraux. Donc on peut comprendre qu'effectivement ils ont un ras-le-bol, et ce sentiment de déclassement est très fort, et il va falloir avoir des actions puissantes. En même temps, le consommateur est un petit peu paradoxal parce que il veut effectivement soutenir 85%, c'est bien.
Ça serait encore mieux s'ils achetaient effectivement les volailles françaises. Un poulet sur deux provient de l'étranger, qui respecte évidemment pas les mêmes normes que celles qu'on impose à nos agriculteurs. Donc il y a des vrais sujets quand même sur lesquels il va falloir agir si on veut effectivement renforcer nos agriculteurs, éviter qu'ils aient ce sentiment. Mais c'est des prises de conscience. Je pense qu'il y a des gens qui ignorent que les poulets qu'ils achètent ne sont pas de provenance française. Enfin, je veux pas forcément les défendre, mais c'est vrai. Quand vous regardez les prix, Valérie. Oui, bien sûr. Mais on a une auditrice qui nous dit ayez le courage d'acheter français. Déjà, les grandes surfaces devraient se tourner autrement pour leurs achats et tout irait mieux. Effectivement, sauf que les gens, quand vous voyez ce qu'ils achètent, ils vont souvent vers le plus bas prix, qui n'est pas forcément français. Mais c'est bien là qu'est le problème. Timothée? Alors oui, c'est la différence entre l'intention d'achat et l'acte d'achat, c'est-à-dire qu'effectivement dans tous les sondages, sondage après sondage, les Français défendent les agriculteurs, aiment cette profession, et ça ne se traduit pas du tout dans l'acte d'achat. En même temps, vous avez une question de pouvoir d'achat qui pousse les grandes surfaces à proposer le prix le moins cher. Après, je voulais juste faire un distinguo. En fait, c'est un peu technique, mais il ne faut pas mélanger la concurrence des produits alimentaires au sein de l'Union européenne et ceux hors de l'Union européenne. C'est-à-dire que au sein de l'Union européenne, c'est un marché libre. C'est-à-dire que vous pouvez avoir votre volaille roumaine, votre porc espagnol qui ont concurrence directe avec les produits français. Hors Union européenne, en fait, on a des accords bilatéraux entre l'Union européenne et certains pays. Et là, vous pouvez importer du poulet brésilien, du soja, mais dans de petites quantités, en fait. En général, c'est l'ordre de 4% de contingent. Là, il y a une concurrence, effectivement, qui peut être considérée comme déloyale, dans le sens où ils ne sont pas soumis exactement aux mêmes normes, même s'il y a un check quand même au niveau de l'importation. La vraie question, c'est pour ça, quand tout à l'heure je disais mon coup de gueule, c'est la question de l'impôt. De l'impôt et de la charge sociale, c'est qu'au sein de l'Union européenne, l'agriculteur français, il est en concurrence directe avec un agriculteur espagnol qui, lui, a un coût de revient de l'ouvrier agricole qui est beaucoup moins cher. Donc déjà, ça c'est le premier sujet. Après, on va parler des normes, mais le premier sujet, c'est la compétitivité, en fait, d'un outil de production. Voilà. Ouais, mais sur les revenus des agriculteurs avec la PAC, il y en a qui ont touché beaucoup d'argent aussi. Oui, les gros. Les gros, les très gros. Ceux-là, on les voit pas, mais on les voit pas. Plus vous avez d'hectares, plus vous touchez. Oui. Il faut déjà avoir 50 hectares pour arriver à toucher quelque chose à peu près. Au-delà de 50 hectares, et 50 hectares, c'est pas une énorme ferme, c'est pas des gros, c'est pas des gros fermiers, c'est pas des gros agriculteurs. Voilà. Après, c'est là où je parle de quelques agriculteurs qui eux ont des centaines d'hectares et qui sont plus proches de l'agro-industrie que de l'agriculteur tel qu'on le connaît, tel qu'on le défend. Ouais. Mais oui, Virginie. Oui, je voulais dire deux choses, et peut-être une première chose qui s'adresserait avec un peu de malice à Monsieur Benamias. Les discours écologistes ont fait énormément de mal à l'agriculture en disant toute la journée, pardon, je vais jusqu'au bout de ma phrase si vous m'y autorisez, en disant toute la journée que les agriculteurs ne respectaient pas l'environnement, qu'ils utilisaient des produits qu'il ne fallait pas utiliser, qu'ils faisaient du bruit, bref, il n'y a jamais eu autant de procès aujourd'hui contre les agriculteurs, contre les installations qu'ils sont obligés de faire par Bruxelles, et ils disent toute la journée, nous on entend ce discours, et ce discours nous fait du mal. Deuxième chose que je voudrais dire, les revenus des agriculteurs sont à 50% en dessous de 22 000 € par an pour un travail qui parfois est de 70 heures par semaine. Et 18% sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc il y a là une forme de seringue, à la fois politique et financière, dont ils ne sortent pas. Il n'y a personne aujourd'hui parmi les écologistes qui disent « Vive l'agriculture française !» Vive le travail qu'ils font jour après jour. Je n'entends pas ce discours. J'entends un discours culpabilisateur, j'entends un discours d'interdiction. Je ne parle pas de vous particulièrement, je parle du discours écologiste de façon générale. Oui. C'est gentil. Non, mais surtout que, en fait, au niveau des normes, il y a quand même une responsabilité des écologistes au Parlement européen, Jean-Luc Benamias. C'est-à-dire tout le projet Green Deal, Farm to Fork, il a été pensé vers une agriculture européenne qui est une agriculture plus écologique, ce qui peut être positif, et qui est une agriculture de décroissance, c'est-à-dire on va produire moins, mais on va produire plus écolo et faire une montée en gamme. La réalité, c'est que la montée en gamme, elle a jamais marché, c'est-à-dire que
on peut exporter des fromages, des vins, des produits haut de gamme, justement. C'est ce qui permet à la France d'être encore une puissance exportatrice, mais surtout le cœur du marché, c'est-à-dire les produits entre guillemets de moyenne gamme. Le seul résultat de cette politique, c'est qu'en fait, on les produit plus en France, mais du coup, on les importe. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est le premier point sur l'erreur de la montée en gamme. Le deuxième point sur les normes écologiques en tant que telles, c'est que, et là, je veux dire, c'est pas que la faute de l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe fait des normes, c'est assez compliqué, c'est une directive. La France les interprète. Mais la France transpose beaucoup. Alors, parfois, elle surtranspose, c'est-à-dire qu'elle rajoute des normes ce qui n'était pas prévu, mais parfois, même sans surtransposer, elle complexifie. C'est-à-dire que, vous prenez par exemple une directive sur le poulet de chair, la directive fait 6 pages, l'application de cette directive fait 50 pages. Vous avez un truc sur la poule en cage. À l'arrivée, c'est mouliné entre 3 ministères. Et à la sortie, ça fait 167 pages. Donc effectivement, on arrive à ce truc totalement aberrant où les agriculteurs passent 20 à 25% de leur temps à faire des papiers. La poule en cage est un très bon exemple des normes. Application ferme, très rigoureuse en France. Donc interdiction d'élever ces poulets en cage. Donc les agriculteurs arrêtent, vendent même leur cage. Et finalement, actuellement, on importe du Portugal, d'Espagne, les élevages qui sont faits en cage et avec généralement les cages qui ont été vendues par les agriculteurs français. Voilà. Donc on a quand même un vrai sujet d'harmonisation des normes. Où on est quand même au sein de l'Europe. On pourrait au moins s'attendre à ce que les normes soient partout respectées. Encore une fois, et partout les mêmes. Je fais bien le distinguo entre ce qui est fait en Europe et ce qui est fait en dehors, bien sûr, mais au moins dans l'Europe, qu'on puisse appliquer les mêmes choses, que nos agriculteurs, sinon, ont une double concurrence finalement déloyale. Celle avec les propres pays de l'Europe et celle avec les pays extérieurs. Et avec l'extérieur, on pourrait quand même se poser la vraie question de taxation. On parlait pendant un moment de taxes environnementales, de taxes sociales pour les produits qui seraient importés, qui arrivent de l'étranger. On pourrait effectivement imaginer quand même de remettre un équilibre de concurrence en taxant les produits qui ne sont pas produits, élevés dans les mêmes conditions environnementales, sociales. On a des vrais sujets là-dessus et ça serait quand même des choses à regarder tout en ayant des accords, encore une fois bilatéraux. Certains pays le font, ça ne nous empêche pas effectivement de commercialiser avec eux. Et là où le RN est en train de dire à tout le monde il faut sortir du libre-échange, il faut, etc. C'est évidemment de la poudre aux yeux parce qu'on pourrait évidemment pas maintenir un équilibre industriel ou dans nos exportations si c'était le cas. Dire aussi un mot quand même sur les positions politiques quand même en ce moment parce que on a certains partis politiques qui essayent un petit peu de récupérer la grogne des agriculteurs, en particulier je pense au RN, aux mêmes élus qui au niveau de l'Europe n'ont absolument rien fait pendant tout leur mandat. C'est-à-dire pendant tout leur mandat sur le sujet de l'agriculture, mais on pourrait parler aussi du sujet de la pêche. Sur des sujets importants, bien sûr. Ils n'ont absolument rien fait pour protéger nos producteurs locaux, nos éleveurs locaux. Donc c'est quand même un petit peu fort de café que d'aller sur les manifestations se montrer quand on n'a rien fait du tout aux manettes européennes. Oui, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. Quelle solution ? Quelle solution ? À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous parlons évidemment de la crise et de la colère de nos agriculteurs. Ce qu'on se disait hors antenne, et on va le redire à l'antenne, est assez vertigineux. Je voudrais que vous répétiez, je ne sais pas si vous pouvez le répéter, ce que vous disiez sur les céréales. Oui, sur les céréales, et on voit le vertige qui nous prend quand on voit les implications politiques. En fait, il y a deux sujets en ce moment. Il y a effectivement la crise interne, puis il y a aussi les paramètres extérieurs de politique internationale. Et en ce moment, avec la guerre qui se passe en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, il y a un vrai sujet, c'est qu'on a perdu diplomatiquement nos positions en Algérie et au Maroc. Et actuellement, l'Algérie achète du blé russe. Et donc finalement finance une partie de sa guerre en vendant son blé. Donc effectivement, ça pose quand même quelques questions. Et inversement, nous, on finance, et heureusement finalement la partie ukrainienne, par les livraisons aussi qu'ils font en Espagne ou en France, que ce soit les volailles ou que ce soit les céréales. Donc on est aussi dans cette démarche-là. Et c'est ça qui est assez impressionnant, c'est qu'on notre système agricole subit cette conjoncture internationale et cette guerre d'une certaine façon. Moi, ça me choque un peu, effectivement, qu'en ayant perdu nos positions, on alimente la Russie pour faire sa guerre. Mais bon, pour préciser votre propos sur le poulet, alors effectivement, en fait, on avait déjà, justement, là on parle de contingent, c'est-à-dire que l'Ukraine étant hors de l'Union européenne, on avait déjà un accord pour importer du poulet ukrainien. Depuis l'entrée en guerre, on s'est dit un bon moyen d'aider l'Ukraine, c'est d'en importer plus, comme ça va leur faire une source de financement. La vraie question, c'est que du coup, on met un poulet moins cher en concurrence avec le poulet français. Est-ce à l'agriculteur français de soutenir une partie de l'effort de guerre ukrainien ?
il faut soutenir cet effort de guerre, mais en revanche, ça n'a sans doute pas à reposer sur l'agriculteur. Le poulet ukrainien ne respecte pas les mêmes normes que le poulet français. Il n'est pas dans l'Europe. Il a moins de normes. Il a moins de normes. Il n'y en a quasiment pas. Oui, mais comment, pardon de poser la question, mais les hommes sont au combat. Comment on produit des poulets? Alors, figurez-vous que moi, j'ai des amis agriculteurs en Ukraine, notamment des Français qui sont pas mal investis là-bas. Et en fait, c'est hallucinant. C'est-à-dire que l'économie ukrainienne, elle continue à tourner. Et les mecs, ils bossent 2 mois, ils partent au front 1 mois, ils reviennent faire la moisson. Enfin, ils viennent s'occuper du poulet. C'est hallucinant. Vous avez vraiment une vraie économie de guerre avec travail à 100% et mobilisation des hommes dans les temps libres et les vacances. Alors, la crise, en fait, pourquoi ça a commencé à grogner plus fortement que certaines années, parce que ça fait des années quand même que l'agriculture est dans des difficultés. Mais c'est parce que là, on a un effet ciseau en ce moment. L'année dernière, vous aviez des prix céréales, lait qui était assez acceptable. Là, les prix sont en train de baisser. Or, les coûts des agriculteurs ne baissent pas. On en a parlé à cause des normes, à cause aussi des intrants, des produits qu'ils achètent, qui baissent ou moins vite finalement que les prix, ou alors qui augmentent même. Donc ils se retrouvent avec cet effet ciseau, et c'est là où ils ont le gros souci qui est en train d'arriver sur leurs revenus. C'est pour ça que ça explose, c'est pour ça que ça grogne, quoi. Aussi, et puis la taxe sur le gasoil aussi, non? Bien sûr. Exactement, ça vient très largement. Jean-Luc Benamou. Vous avez raison sur ce que vous venez de dire, mais ça vient encore plus quand le prix de l'énergie tout d'un coup augmente de 10, 20, 15%. 15 à 20%. Et on est bien. Et c'est bien pour ça qu'il y a une liaison d'ailleurs avec les transporteurs, que tous les livreurs, les transporteurs, qui voient tout d'un coup le prix de leur gazole augmenter. Alors, c'est un plus. Ça se rajoute à ce que vous venez de dire. Mais c'est ce plus-là est pour moi le début de cette nouvelle révolte, parce qu'à un moment donné, ça dépasse l'entendement. Quand ils travaillent, ils s'aperçoivent qu'ils ne rapportent rien. Et qu'au contraire, à la fin du mois, il y a moins. Voilà, on en est là. Mais alors, quelle réponse? Parce qu'on le disait en préambule de l'émission, les problèmes sont multiples, les revendications sont nombreuses et pas forcément les mêmes en fonction des agriculteurs. On voit qu'il y a des nouveaux rassemblements qui sont annoncés, des blocages un petit peu partout en France, et les agriculteurs disent qu'ils attendent des mesures, je cite, concrètes et rapides de la part du gouvernement. Donc on a vu Bruno Le Maire qui a dit ils ont entièrement raison, donc on fait quoi maintenant? Moi, ce que je note, c'est que le gouvernement est extrêmement indulgent. Il laisse des axes stratégiques bloqués. Avec la police qui aide, vous avez vu cette vidéo? Oui, bien sûr. Il y a même une forme de soutien. Des axes stratégiques bloqués depuis des jours. Il laisse des actions se faire devant les préfectures, devant Lactalis. Là, on n'entend pas tellement de réarmement idéologique comme Emmanuel Macron le prenait il y a encore quelques jours. Donc, je vois bien qu'ils sont un peu fébriles, qu'ils sont aux abois. J'entends que nous sommes au début de la campagne européenne et que à ce titre-là, la liste RN est très loin devant la liste de la majorité présidentielle. J'entends que le salon d'agriculture est dans 1 mois. J'entends que tout ça va gagner en force et en durée et que les agriculteurs n'ont absolument pas l'intention de céder. Mais je trouve que le pouvoir démarre, puisqu'on est encore qu'au démarrage, démarre ce dossier de façon très affaiblie déjà. Et je note au passage qu'il manque des ministères très importants comme la pêche, le logement, le transport, et tout ça, là, il n'y a pas d'interlocuteur. Oui. Moi, je note surtout que par rapport aux actions, alors, je l'ai dit, il y a une crise, c'est réel, les paysans ont le droit de se révolter, c'est réel, très bien. Mais ce qu'on vit devant les préfectures, mais pas que devant les préfectures, blocage des services de train, on l'a vu, les images sont très fortes. Vous vous reportez à ça sur des images dont on a entendu parler par rapport à, je vais employer un terme global, le soulèvement de la terre. Il y a quand même 2 poids, 2 mesures par rapport à ça. C'est ce que dit. Et je comprends pourquoi le gouvernement est différent. Je n'accepte pas, mais je comprends pourquoi ils sont différents. Mais quand même, là, ça a dépassé, dans un certain nombre de cas, le cas normal d'une révolte, dirigée par des mouvements syndicaux, parce qu'il s'agit de mouvements syndicaux, même s'ils sont un peu débordés. Je pense que la FNSEA est débordée. Moi je suis pas sûr qu'il s'agisse de mouvements syndicaux, je pense que ça vient de la base, et que ça augmente avec la base. Ils sont débordés. Alors, et que les syndicats et les organisations se sont totalement dépassés. Il y a 3 syndicats agricoles, la FNSEA et SNJA qui fait 60% des voix aux élections professionnelles, et 2 autres syndicats, la Confédération paysanne, qu'on appelle de gauche, plutôt écolo, 20%, et la coordination rurale, qui aujourd'hui est en train de gagner dans le milieu paysan, c'est la coordination rurale.
Yannick Jadot, lui, dit les écolos seraient en prison s'ils faisaient la même chose, et il fait le parallèle avec les soulèvements de la terre en disant quand on bloque une autoroute 15 minutes, voilà, on se retrouve en prison. Je trouve pas ça très habile comme comparaison. Si vous voulez, les militants écologistes radicaux type soulèvement de la terre, ils s'en sont pris à des biens privés, des outils de production, je pense aux bassines de Sainte-Soline. Là, et pas que, ils se sont allongés sur les routes, pas que. Oui, mais si vous voulez, là, je pense que les Français, en tout cas jusqu'à présent, portent un regard très différent sur les manifestations des agriculteurs, parce que ils ont des gens qui, certes, bloquent une partie de la France, mais ce sont des gens qui travaillent 80 heures par semaine et sont, pour la plupart, en dessous du seuil de pauvreté. Donc on n'a pas du tout le même rapport sociologique avec... Oui, il y a une acceptation peut-être de dégradation ou de violence qu'on n'a peut-être pas sur d'autres mouvements. Pour l'instant, les Français considèrent que leurs revendications sont légitimes, ce qui n'était pas le cas à Sainte-Soline. Ouais. Dans les demandes en fait des agriculteurs, et qui sont pas complètement impossibles à atteindre, ils demandent un choc de normes en fait. Ils demandent un moratoire un peu sur les normes. Je pense que déjà, si on avait pour l'instant ralentissement sur la croissance de normes, ce serait déjà un grand progrès. Deuxième chose qu'ils demandent, c'est un juste prix. Ils veulent vivre de leur travail. Je vous ai parlé tout à l'heure il y a eu la loi Egalim. Oui, mais la loi Egalim n'est pas appliquée. La loi Egalim n'est pas complètement appliquée. Exactement. Ce qu'ils demandent, c'est qu'elle soit déjà appliquée. Il faudra certainement aller plus loin, mais ils demandent déjà que la répartition de valeur sur la chaîne de production entre l'agriculteur et jusqu'effectivement aux grandes centrales commerciales soit équitable. Et ça, c'est pas appliqué. Donc déjà, faisons appliquer la loi Egalim. Et elle n'est pas appliquée non plus. Il faut aussi que c'est collectif, que tout le monde aussi batte un peu sa peau là-dessus. On a le problème des collectivités. Vous savez aussi que on avait également demandé à ce qu'il y ait 50% de produits locaux qui soient servis dans les cantines, dans les collectivités, etc. On n'y est pas encore. Donc voilà, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on pourrait quand même déjà les soulager, les aider. Application de loi Egalim, un choc de normes, et puis encore une fois aussi un respect homogène des normes, une application homogène des normes au niveau européen. Déjà, on arriverait à simplifier un petit peu les sujets. Et puis ensuite, il y a un vrai travail aussi pour les valoriser dans leur travail, les remercier aussi pour ce qui est fait. Je pense que c'est important au quotidien. L'alimentation, c'est comme la culture, c'est pas un produit comme les autres. C'est vital, c'est vraiment une détermination pour nous qu'il faut maîtriser, quoi. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on continue à parler de nos agriculteurs. Je trouve ça passionnant ce matin. J'ai compris beaucoup de choses et quand on rentre dans les détails des blocages et des dossiers avec des gens qui connaissent très bien les ressorts et les tenants et les aboutissants des différentes problématiques des agriculteurs, c'est passionnant. Timothée, vous vouliez revenir, Timothée Gachet, sur le lait ? Oui, alors... Justement, par rapport aux propos de Jean-Luc Benamias sur plus d'écologie dans l'agriculture et la montée en gamme, le lait, c'est vraiment un très bon exemple. Pas très bien ce que j'ai dit. On a dit... écoutez, vous avez du mal à vivre de votre lait. Alors, vous allez faire du lait bio. Comme ça, vous allez le vendre plus cher. Et puis, tout le monde va être gagnant. On aura du lait bio et puis vous aurez plus de revenus. Bon, conséquence... on n'a jamais fermé autant de fermes laitières, tout simplement parce qu'il n'y a pas le marché. C'est-à-dire que il y a des gens qui achètent du lait bio, mais il n'y a pas assez de gens pour acheter du lait bio que ce qui est produit. Les bio qui coûtent plus cher que le lait non bio. On se retrouve dans un truc totalement aberrant, où les producteurs de lait bio, ça leur a coûté plus cher de produire ce lait, doivent le déclasser en conventionnel et parfois le vendre moins cher que du lait conventionnel pour quand même avoir accès au marché. Donc là encore, c'est un exemple typique d'une politique dogmatique qui est décorrélée des questions de marché, des questions de consommation et donc de l'économie. Alors, il ne vous a quand même pas échappé que les Verts ou les écolos au Parlement européen et au niveau de l'Union européenne sont très très loin d'être majoritaires. Donc pour qu'un certain nombre de normes au niveau international et au niveau de l'Union européenne passent, il faut donc bien qu'il y ait des majorités qui se fassent. Ouais. Les écolos, c'est quoi ? C'est à peu près 8 à 10% du Parlement européen. Et au niveau des têtes de l'État, c'est quelquefois des ministres, mais pas très souvent. Donc c'est bien qu'il y a un objet global par rapport à tout cela. Et je voudrais revenir sur une autre question, qui est une question par rapport à tous les échanges internationaux qui sont évidemment nécessaires et obligatoires. C'est comment l'Union européenne pourrait maîtriser beaucoup plus ses accords de libre-échange. Ça paraît absolument essentiel. Je sais bien qu'il faut des accords internationaux. Je sais bien que par rapport à
nos céréales. Je sais bien que par rapport à tout ce qui est viticulture et vin et ainsi de suite, la France exporte beaucoup. Donc on est bien dans des accords de libre-échange et qu'on est d'accord avec ça par rapport à ça. Il faut un meilleur contrôle et de meilleurs accords de libre-échange entre les différents continents et les différents pays, notamment l'Union européenne. Mais est-ce qu'un meilleur contrôle ne passe pas par beaucoup plus de gens qui viennent contrôler et des brigades spéciales? Non, c'est dans les accords qu'il faut signer. Non, Virginie, apparemment, ce n'est pas contrôlé parce que la décision est de ne pas contrôler. Politiquement, quelle réponse du gouvernement? C'est la question qu'on se pose tous, encore une fois, sur le gasoil, sur quoi? Sur quoi est-ce que le gouvernement peut agir vite et concrètement, comme le demandent les agriculteurs? Moi, je pense qu'ils vont être obligés de faire un geste, effectivement, sur le gasoil, s'ils veulent effectivement un peu déminer la situation. Mais, encore une fois, c'est pas la seule mesure. Moi, je pense réellement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'un choc de normes me semble indispensable, s'ils veulent envoyer un signal qui soit clair. Et puis, une vraie action pour que la loi Egalim soit appliquée. C'est ça, en ce moment, qui pose le souci. C'est le prix. Vous allez voir sur le lait, je reviens sur le lait, mais dans 3 ans, on va importer autant de lait qu'on en exportera. On sera à l'équilibre, alors qu'on était exportateur bénéficiaire sur le sujet du lait. Le sujet, ça devient un vrai sujet. Moi, dans nos secteurs, en Normandie, en 10 ans, on a perdu 25% de nos exploitants agricoles. En 20 ans, c'est 50% d'exploitants agricoles en moins. Et la courbe est plus importante sur la disparition des producteurs de lait. De moins en moins d'agriculteurs, pour des raisons de prix, veulent produire du lait. Alors, c'est des gens passionnés, c'est des gens qui aiment leurs élevages. Et on va voir ce vrai sujet. Donc, il y a vraiment un signal à faire pour que les prix soient bien appliqués et que, encore une fois, que la chaîne de valeur soit équitable dans sa répartition, ce qui n'est pas le cas du tout. Oui, donc il y a des lois, donc appliquons-les. Et alors, sur les réponses, Timothée Gaget, qu'est-ce que la réponse, qu'est-ce qu'on peut apporter? Moi, ce qui m'a quand même fait sourire, c'est quand j'entendais Bruno Le Maire dire aux agriculteurs, écoutez, vous avez raison, faites-moi des propositions, dites-moi les normes qu'il faut supprimer, mais ça n'est pas à l'agriculteur du fond du Perche ou d'Occitanie de décider des lois. C'est aux législateurs. Ces normes, elles sont pas arrivées toutes seules. Donc déjà, je trouve ça assez étonnant en fait de faire reposer cette responsabilité normative sur l'agriculteur, même si les remontées de terrain sont évidemment intéressantes. Mais surtout, c'est d'une hypocrisie sans nom. Il y a eu 15 000 rapports dessus. En 2022, vous aviez un rapport transpartisan de, je sais plus, Laurent Duplon, Serge Mireillou, Pierre Loureux, donc des sénateurs LR, centristes, PS, donc voilà les 3 grands partis du Sénat. Ils s'étaient mis d'accord, ils avaient montré les problèmes, ils avaient montré ce qu'il fallait faire. Il suffisait juste de l'appliquer. Non, on a recréé des commissions. C'est le cas très souvent. Et là, on refait une tournée générale depuis 1 an où on écoute les chambres d'agriculture pour faire remonter des propositions pour nourrir la loi d'orientation agricole. Alors qu'on connaît, on sait déjà, c'est ça. Les problèmes, en fait, ils sont décrits depuis très longtemps. Politiquement, pour le gouvernement, c'est casse-gueule. Un dossier perdant-perdant et que tout le monde va sortir de ce conflit exsangue. J'entends les agriculteurs et je ne sais pas si vous avez vu leur slogan, notre faim FIN sera votre fin FAIM, ou alors enfant on en rêve, adulte on en crève, et je vois les agriculteurs dire sur tous les tons, sur toutes les ondes, on n'a plus rien à perdre, on ira jusqu'au bout, on ne cédera pas. Donc je ne sais pas ce que le gouvernement pourra céder qui conviendrait aux agriculteurs. Je pense que des deux côtés, le pouvoir politique va sortir très affaibli de ce dossier. D'ailleurs, on voit bien qu'il est déjà sur la défensive et les agriculteurs ne gagneront pas grand-chose. Donc on est là dans un jeu de dupes qui est quasiment écrit à l'avance. Vous pensez? Il faudrait surtout... le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, n'est pas responsable de tout. Mais enfin, quand il a des députés, 2 femmes d'ailleurs, qui prennent la parole et qui leur répondent « allez sur le terrain », et que malheureusement pour lui, les 2 députés sont agricultrices et travaillent la terre, dont l'une d'entre elles veut reprendre la ferme de ses parents, il vaut mieux se renseigner avant de répondre à des députés. Oui. C'est effectivement le décalage qui peut y avoir. Qu'est-ce qu'on peut... je voudrais qu'on parlons du RN justement. On va parler de ce sondage, mais le Rassemblement national, peut-être un mot quand même sur l'attitude du RN qui se pose en sauveur des agriculteurs. Et Cédric Nouvelot, vous nous disiez pendant la pub que
là aussi, il y a un décalage entre le discours et le discours au Parlement européen. Ils ont eu un certain nombre d'élus élus au Parlement européen. Ils n'ont absolument rien fait pour améliorer la condition de l'agriculture française et même européenne. Mais c'est le même topo sur la pêche. Hein. Je le disais tout à l'heure, mais je pense effectivement qu'ils n'ont rien fait. Donc les voir essayer de récupérer la colère, alors que quand ils sont aux manettes, ils ne font pas le travail. Je trouve que c'est un peu fort de café. Je comprends bien. Hein, ils sont en pré-campagne, donc que les agriculteurs ne soient pas dupes. Hein. Le RN n'a pas dans son objectif de sauver l'agriculture française. Il a d'abord pour but de gagner les élections européennes. Hein. Voilà. Oui, mais c'est un. Il a déjà gagné la dernière fois et l'avant-dernière fois. Mais c'est un vote très populaire chez les agriculteurs, le vote RN. Oui. Oui, mais ils sont assez conservateurs quand même, les agriculteurs. Ils votent aussi beaucoup pour la droite. Ils sont surtout en ce moment désabusés. Je vais vous dire franchement, le sentiment dans les campagnes, c'est plus une désillusion. Ils attendent pas grand-chose d'un parti ou de l'autre, hein, entre guillemets. Donc, je pense que c'est la raison de cette colère et qu'il faut effectivement qu'on apporte des vraies solutions, des solutions qui soient concrètes et rapides, si on veut effectivement renouer avec ça. Sinon, ils n'iront pas voter parce que on vit aussi dans les campagnes. Pareil, hein, des gens qui ne vont plus voter en disant de toute façon ça ne sert à rien, c'est inefficace. C'est un peu le vote RN en ce moment, c'est ni plus ni moins que le résultat des différentes années, alors quels que soient les gouvernements, d'inefficacité de la part des différents gouvernements. Enfin, il y a quand même une responsabilité aussi de Pascal Canfin, qui est lui le représentant du gouvernement à Bruxelles. Je vous vois sourire, Timothée Gaget, qui lui dit oui, on dit oui à Bruxelles et non à Paris. Ce qui est très compliqué dans la politique agricole, c'est qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui se décident à Bruxelles et un peu moins à Paris. Donc on peut taper sur le gouvernement, mais bon, faut quand même taper au tout début sur les directives pour que ça aille ou pas dans le bon sens. Effectivement, Pascal Canfin, il n'est pas du côté d'une agriculture productiviste et souveraine. Quand vous me disiez, Jean-Luc Benamias, que les écolos n'étaient pas au pouvoir, moi je parle du raisonnement écologiste qui a beaucoup inspiré la commission actuelle. Et d'ailleurs, juste pour terminer... Mais c'est pas la commission qui décide, c'est le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement qui décide tout ça. Les accords de libre-échange sont négociés par qui ? Pas par la Commission, pas par le Parlement européen, par le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement ou le Conseil des ministres qui sont concernés par différents secteurs. Donc, faut remettre... Non, mais là, vous parlez des accords de libre-échange. Mais parce que je parle, parce que c'est ça qui fait la distorsion de concurrence. Par rapport au blé, par rapport au vin, par rapport au lait, et je peux en rajouter par rapport aux légumes, par rapport aux fruits. Mais l'heure où on a le droit de tailler les haies, si on a le droit de curer son fossé, je suis d'accord, okay. Ça c'est pas les États, hein, c'est la Commission, le Parlement. Ouais. J'entends, je l'ai dit tout à l'heure et je suis assez d'accord avec ça. Attention à des normes qui se rajoutent aux normes, il y a un côté derrière tout ça qui est incompréhensible, surtout pour l'agriculture telle que nous l'avons encore, heureusement avec un certain nombre de paysans. On se retrouve dans un instant, on va parler donc de ce vote des jeunes, vote RN et LFI pour les 18-24 ans. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble jusqu'à midi. Je voulais qu'on revienne sur ce sondage IFOP Opinion à propos des européennes. C'est un sondage pour le Nouvel Économiste. L'IFOP a interrogé les 18-24 ans sur leurs intentions de vote. Le RN arrive en tête à 33%, LFI 24%, et alors très très loin derrière, le PC à 5%, le PS à 3%, les LR à 2%. C'est encore une fois une photo à l'instant T, mais ça dit quand même quelque chose de ce qui se passe chez des jeunes de 18-24 ans. Jean-Luc Benamias, vous qui êtes un peu plus ancien, est-ce que ça vous surprend ? Non, mais plus ancien justement dans l'expérience et dans le vote. Un vote RN chez les 18-24 ans. L'expérience que j'en ai par rapport au Parlement européen, c'est que c'est très bien ce sondage. Enfin, c'est très bien. Je pense que il a été fait régulièrement. C'est clair. Sauf que, justement, les 18-24 ans, aux élections européennes, ils vont pas voter. Oui, c'est vrai. Oui, le premier parti chez les jeunes, ça reste de toute façon l'abstention. Ça n'empêche pas le RN d'arriver en tête aux élections européennes. Oui. Ça reste l'abstention, quand même.
Mais en même temps, on leur pose la question, même s'ils vont pas voter, ils répondent pas. Ils répondent pas écolo, LR ou PS. Hein, c'est assez clair. Oui. Oui. Moi, je vois plusieurs signaux. Hein. Bon, il y a effectivement, pas oublier quand même effectivement dans le sondage que le premier parti reste quand même l'abstention, ça c'est quand même important. Mais au niveau du RN et de LFI, il y a une réussite de leur rajeunissement, de leur stratégie de rajeunissement qui a été fait plutôt que les autres partis. Il y a une réussite aussi de la dédiabolisation du RN qui a réussi finalement à faire oublier sur cette nouvelle génération les propos, les prises de position de Jean-Marie Le Pen, le passé assez obscur de certains membres du FN, etc. Et ça, ils n'en ont pas forcément connaissance. Et puis, il y a aussi un échec, une désillusion par rapport aux politiques publiques qui ont été menées depuis 20-25 ans et où, effectivement, dans lesquelles les jeunes ne croient plus. Donc, voilà, c'est tous ces facteurs mis bout à bout. Et je rajouterais peut-être un élément, c'est aussi l'impact des réseaux sociaux que LFI et RN maîtrisent ou ont maîtrisé peut-être plus tôt que les partis traditionnels. Et bien comme sûr. Effectivement, une source d'information importante dans cette génération, ce sont les réseaux sociaux, je pense qu'il y a eu effectivement un retard à l'allumage pour certains partis à ce niveau-là. Virginie ? Moi, je note que ce sont ceux qui crient le plus fort qui se font entendre et que les partis qui se font entendre actuellement, y compris chez les jeunes, même chez ceux qui ne vont pas voter, ce sont les extrêmes. Et ces extrêmes-là, ils profitent de la faillite des grands partis qui ont structuré l'ensemble de la Ve République. Et là, je parle de la droite et la gauche, qui aujourd'hui ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Mais de par leur propre faute, ils ont pris des engagements qu'ils n'ont pas tenus, des promesses qui sont restées lettres mortes, ils n'ont pas travaillé sur le terrain. Le RN travaille sur le terrain, se rend sur le terrain. Et je ne citerai à ce propos-là qu'une seule image, celle qui m'a beaucoup frappée. Je crois que c'était pendant le week-end où on voyait Jordan Bardella entouré d'agriculteurs, dehors, à l'air libre, tête nue, en train d'expliquer son raisonnement actuel qui ne tient pas, mais enfin bon, il l'expliquait. Et au même moment, Gabriel Attal, dans une pièce fermée, devant un public visiblement choisi, d'une 150 personnes, en train de recréer dans la mémoire collective le grand débat d'Emmanuel Macron après les Gilets jaunes. Mais franchement, quelle drôle d'idée. En tout cas, à l'image, les grands gagnants, c'était le RN. Oui. Timothée Gagé. Le siphonnage des partis républicains traditionnels, LR et PS, par les extrêmes n'est pas nouveau et a lieu pour toutes les générations d'électeurs. Effectivement, je suis d'accord avec vous, il est renforcé pour les jeunes votants pour deux raisons. C'est déjà que ces partis extrêmes, notamment le RN, tout le passé sulfureux ne leur évoque rien. Ils l'ont pas connu. Ils sont nés après. Le choix de Jordan Bardella à cet égard est très habile. La jeunesse. Exactement. Ça n'a rien à voir entre Jordan Bardella et Jean-Marie Le Pen. Donc, ces deux générations radicalement différentes, ces gens n'ont pas connu Jean-Marie Le Pen. En revanche, ils sont sur TikTok et Jordan Bardella, il a 1 million d'abonnés sur TikTok, contrairement à Éric Ciotti ou Faure. Donc, il y a vraiment un choc générationnel. Et puis, on en revient aussi peut-être une faillite, alors certes c'était pas simple, mais des partis traditionnels à trouver les réponses qu'attendait cet électorat populaire jeune. Et donc, effectivement, il y a un boulevard pour le RN là-dessus. Pour le RN et LFI, qui reste assez haut quand même. Moi, je trouve aussi assez symptomatique quand même qu'à quelques semaines d'écart, on a un premier sondage qui nous explique que les jeunes de moins de 25 ans connaissent mal leur histoire. Et quelques semaines après, on s'aperçoit que c'est le RN qui est devant. Donc, il y a peut-être un parallélisme à faire assez fort et un lien de cause à effet entre la connaissance de ce qu'ont pu générer les partis extrêmes dans l'histoire et le choix peut-être que peuvent faire actuellement les jeunes. Je ferai une dernière observation. Pendant tout le premier quinquennat, alors le deuxième est en cours d'écriture, il n'est pas terminé, Emmanuel Macron a érigé comme adversaire principal Marine Le Pen. Pendant 5 ans, il n'a considéré que Marine Le Pen, probablement avec le calcul assez politique que s'il l'avait contre elle en 2022, il serait réélu, ce qui s'est exactement passé, mais que là, il a joué avec le feu, et là, le feu est en train de gagner la plaine. Certains disent qu'il en tirerait un certain bénéfice à l'avoir élu, en disant, de toute façon, c'est le sens... quelle déconfiture au bout de 10 ans de pouvoir de laisser le pays. Et en faisant le pari d'être réélu après. Ah oui, moi je trouve que quelqu'un qui aura été 10 ans au pouvoir et qui quitterait le pouvoir en laissant Marine Le Pen lui succéder, c'est une faillite politique gigantesque. Je suis d'accord avec vous, mais c'est ce que certains observateurs politiques imaginent en tout cas.
Bon. Non, Jean-Luc, ça... c'est un mauvais calcul. Hein. On n'est pas dans la fiction, malheureusement, sur l'avancée de Marine Le Pen et du RN au niveau de la possibilité d'avoir le pouvoir, même au niveau national. Ça, c'est pas de la fiction. Mais pour le reste, savoir ce que fera le président de la République actuelle dans 5 ans, on en sait, ou dans 5 ans, ou dans 6 ans, on n'en sait strictement rien. Un dernier mot sur cet aspect, c'est quand même assez aussi surprenant qu'une génération qui est la plus connectée avec le monde entier soit celle qui ait envie de voter pour des gens qui nous proposent de nous renfermer, de fermer nos frontières, de nous refermer sur nous-mêmes. Je trouve ça assez paradoxal. Voilà. Oui, mais il faudrait connaître les motivations, en fait, le pourquoi. Mais les motivations, elles sont toujours les mêmes. C'est sécurité. Quand on est jeune, on est plutôt de gauche, non, normalement. Enfin, a priori. Non, là, quand vous regardez. Non, vous avez toujours été, mais quand vous voyez l'accès. L'accès de tous les partis conservateurs, voire très conservateurs, en Europe, leur accès au pouvoir, et dans le monde, absolument. Non, la jeunesse. L'Argentine, la jeunesse n'est pas à gauche. Et je trouve ça de mon temps, la jeunesse était à gauche. Oui. C'était un peu. C'est le passage obligatoire. Oui, c'était le passage obligatoire. Aujourd'hui, on est à l'extrême gauche, qui n'est pas du tout pareil. Oui, mais c'est vrai parce que sans doute qu'il y avait. Dans les années 60, 70, c'était à l'extrême gauche aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Il y avait une société peut-être avec trop d'ordre, trop de capitalisme, et une jeunesse voulait s'opposer à ça. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Les gens, ils veulent plus d'argent et plus d'ordre. Ouais. Bah écoutez, à suivre. Là, on est aussi dans le conservatisme absolu avec les déclarations de Gérard Larcher, l'IVG dans la Constitution. Le texte donc va passer à l'Assemblée et le Sénat visiblement n'est pas favorable à cette inscription. Gérard Larcher, Hervé président Marseille, du Sénat. Visiblement les centristes non plus ne sont pas tout à fait favorables à cette inscription dans la Constitution. Jean-Luc ? Globalement, les débats ont lieu. Moi, je pense que c'est un rajout à la Constitution plus qu'utile pour affirmer le fait du droit à l'IVG. Voilà. Après, j'entends. Écoutez, c'est sans doute une question d'âge pour Gérard Larcher. Oui, il y a mais François-Xavier Bellamy était incapable de dire il y a 2 jours chez Jean-Jacques Bourdin s'il était pour ou contre. Il a fallu lui poser la question. François-Xavier Bellamy qui s'exprime très poliment, qui est un garçon pas antipathique comme ça, et quand même très proche de ce qu'on appelle la droite chrétienne, quoi. Voilà. Mais je pense que François-Xavier Bellamy a fait 8,5% aux dernières européennes et il était contre l'avortement et il a pris position dans l'affaire Lambert en disant toute vie vaut la peine d'être vécue, même une vie comme celle-ci. Ça lui a coûté très cher et ça risque de recoûter très cher à la droite à nouveau dans quelques mois quand ça sera la campagne. C'est 2 oppositions très différentes. Effectivement, Bellamy s'est exprimé dessus et d'ailleurs ne le fait plus pour en tout cas, peut-être des raisons morales. Donc, alors qu'il aurait dû apporter des raisons politiques. Gérard Larcher, c'est différent. C'est plus pour des raisons juridiques. Et en fait, alors, honnêtement, la question est vraiment pas simple, mais la question, elle n'est pas de protéger ou pas le droit à l'avortement. Tout le monde est pour la protection de ce droit. La question est, il faut faire entrer dans la Constitution ce type de droits, c'est-à-dire des droits qu'on pourrait dire sociétaux, parce que dans ce cas-là, après on va passer à la fin de vie. En fait, il y en a 100 000 des droits sociétaux. Et le but à l'origine de la Constitution, c'était plutôt d'organiser le fonctionnement du pays, le Parlement, le président de la République. C'était pas des droits comme ça. Alors, je pense que c'est bien de rappeler, tu as raison, il ne faut pas caricaturer la pensée de Gérard Larcher. Gérard a expliqué clairement qu'il était effectivement, il serait le premier à défendre ce droit si jamais il était attaqué. C'est effectivement sur des raisons juridiques. Et le débat se fait sur des raisons juridiques. À droite, pour bien le savoir, ça fait débat. Vous savez que Philippe Bas avait été aussi, avait réussi lui à trouver une formule qui permettait de maintenir un petit peu et d'avoir un certain accord au niveau du Sénat. Donc il y a du débat, mais la question juridique effectivement se pose. Après, au niveau sociétal, il n'y a pas de question. À droite, tout le monde est pour ce droit fondamental. Après, qu'on veuille le sanctuariser, ça peut être une vraie question. Effectivement, quand on voit les régressions sociales qu'on peut vivre dans certains pays où il y a eu des extrêmes qui sont arrivés au pouvoir, avec le risque de l'arrivée peut-être d'extrêmes demain, ce que je ne souhaite pas.
on peut effectivement se poser la question de sanctuariser. Mais ce que dit Timothée est vrai, après il faudrait sanctuariser l'ensemble des droits fondamentaux, des libertés fondamentales. Ça devient compliqué et la Constitution, elle va finir en encyclopédie. Et puis le jour où vous avez une majorité qui vous plaît pas du tout à l'Assemblée, qui a les 3/5, c'est-à-dire le Parlement, Assemblée nationale, Sénat, bah voilà, vous allez aussi pouvoir vous retrouver avec des normes que vous voulez pas du tout dans la Constitution. Et je trouve qu'Emmanuel Macron aurait eu quand même intérêt à travailler sur les sujets qui sont plus urgents, le féminicide, plus de 102 femmes tuées l'année dernière, la violence intrafamiliale. Nous, dans les départements, je vous donnais le cas, dans le département du Calvados, on récupère actuellement plus de 3000 enfants qui sont confiés au pouvoir public. C'est vous dire le niveau de difficulté qu'il peut y avoir dans certaines familles. Donc l'urgence, elle était peut-être plutôt de travailler sur ces sujets, féminicide, violence intrafamiliale, parce que là on va encore rentrer dans une grande phase de débat. Vous ne faites pas rentrer dans la Constitution. Non, mais on va rentrer dans une grande phase de débat public, là où on attend des réponses encore une fois concrètes sur d'autres sujets. Vous voyez, enfin c'est toujours pareil. On va occuper l'espace public et les décideurs publics sur un sujet qui peut débattre. Mais l'urgence en ce moment, moi, c'est plutôt comment on s'occupe de ces 3000 enfants, c'est comment on réduit les féminicides. Ça peut être ça, encore une fois. Il y a quelque chose d'assez démagogique à dire, si c'est inscrit dans la Constitution, on ne pourra plus y toucher. Un, c'est faux. Et deux, effectivement, je suis assez d'accord avec l'idée qu'il y a peut-être d'autres choses à faire que de mobiliser tout le pays pendant des semaines sur cette question-là et mobiliser toute la classe politique. Merci à tous les quatre. On se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio. Dans un instant, André Berkoff.